Et donc on reprend avec le cercle à dos de Eustighen Arstangala Carpentras. Donc le Stangala qui est une petite vallée juste au nord de Quimper. Micro si tu veux. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Astrid. Et moi je m'appelle Lynn. Et nous allons profiter de ces quelques minutes pour partager avec vous la création de nos nouveaux costumes. Nous utiliserons volontairement le terme de costume et non de vêtements, puisqu'il s'agit de créations réalisées spécifiquement pour la scène et non pour un usage quotidien. Ce projet est issu de notre patrimoine, de notre histoire, de notre héritage et surtout de nos aspirations et envies. Alors pourquoi ce projet ? Le troisième tableau de notre spectacle, La Rêverie, nous a mené vers la création de 10 nouveaux costumes féminins et 3 costumes masculins, que vous pourrez apercevoir ce soir. La Rêverie se voulait fidèle et à la fois imagée de moments de rêve et de plénitude que nous ressentons souvent en dansant. Cet effet sera marqué par ce costume pensé tout blanc. Avant de vous conter les différentes étapes de ce processus, nous allons vous expliquer en quelques mots ce qu'est la sérigraphie. La sérigraphie est un procédé d'impression se référant au principe du pochoir. L'encre passe à travers un tissu tendu sur un cadre. L'impression se fait en appuyant sur l'écran à l'aide d'une oracle. Les possibilités sont ainsi infinies. La sérigraphie allait nous permettre de créer des costumes contemporains en utilisant des ressources et des collectages traditionnels, en remplaçant les techniques de broderie et de perlage, et tout cela de manière très économique. Concernant les sources de ce projet, nous avons utilisé des livres, comme celui intitulé « Le costume glasique » de Paul Balbous, des photographies et cartes postales d'une communiante datant de 1900, ou encore des pièces authentiques et anciennes provenant des collections de David Legac et Raymond Lelanne. Donc voici donc les différentes étapes de création. Nous pouvons voir avec May la première étape qui va consister à choisir le bon tissu et les encres qui correspondent, puis effectuer des tests de teinte sur le tissu choisi. Donc en cherchant dans les réserves du groupe, nous avons trouvé un costume ancien assez épais. Il était clair mais pas blanc, plutôt de couleur blanc-beurre. Donc une fois ce tissu validé, il fallait tester les encres, puis créer une gamme de couleurs. Mais alors pourquoi ces couleurs ? Donc l'or afin de rappeler le perlage et la canty du costume 1900, et le bleu en référence au pays glasique bien sûr. On note également la présence du bleu sur les canty de l'époque. Et donc comme vous pouvez le voir dans les mains de May, 5 bleus différents ont été utilisés. L'étape 2 nous a ensuite amené à faire beaucoup de recherches autour des motifs traditionnels. Et Léa a apporté avec elle quelques dessins produits lors d'ateliers. Donc quel était le but de nos ateliers ? Eh bien, chercher et dessiner des motifs en s'inspirant d'images, de livres ou de costumes déjà présents dans l'inventaire du groupe pour dessiner des motifs glasiques ou d'inspiration glasique. Merci Léa. Donc ensuite, on a la troisième étape avec Romane. Donc Sophie, qui a aussi fait de nombreuses recherches autour de collectage, a dessiné les motifs définitifs sur des pochoirs et 83 pochoirs ont été créés pour réaliser ce projet. Donc il y a des motifs du pays glasique qui datent d'époques d'inspiration datant toutes du début du XXe siècle. Donc les motifs, il y en a qui ont été reproduits tels quels, comme sur les photos sources, comme vous pouvez apercevoir sur mon costume. Et d'autres motifs ont été retravaillés graphiquement ou partiellement créés, comme on peut le voir sur le costume de May. Donc la déstructuration du motif a entièrement fait partie du processus de création de notre costume, pour non seulement convenir à une harmonie d'ensemble, mais également à une logique de cohésion d'ensemble. Et donc, comme vous pouvez le voir, chaque costume est unique. Parallèlement, il nous a fallu travailler autour de la question de la coupe, de la couture et donc de la création de patrons. Les ajustements ont été réalisés par rapport au patron traditionnel de base, donc pour supprimer quelques pièces et faciliter la sérigraphie. Donc un prototype a été réalisé, comme vous pouvez voir dans les mains de Clairvy. Donc il a été réalisé en différentes tailles. Donc on peut noter que chaque fille a un costume créé sur mesure. Donc enfin, les tissus ont été dessinés, coupés, sérigraphiés puis montés. Donc ici dans les mains de Raphaël, vous pouvez apercevoir un écran de sérigraphie. Donc le pochoir se place en dessous, puis l'encre au-dessus, et grâce à une racle,
nous imprimons le motif sur notre tissu. Concernant le tablier et la jupe, elles ont la spécificité d'être froncées comme le vêtement traditionnel, donc soit selon la technique du pli-canot ou tuyau d'orgue. Maintenant, nous allons voir la composition du costume. Donc la création féminine est composée des mêmes éléments que le vêtement traditionnel classique de 1900 féminin. Donc d'un gilet taine à manches longues sérigraphié fermé sur le devant grâce à des pressions, d'un corselet épinglé sur le devant et en coupe en V comme on peut le voir dans le dos de Leïla. Il y a également une sous-jupe en coton blanc beurre qui vient parfaire la silhouette en V très marquée dans notre terroir. Il y a également une jupe sérigraphiée et un tablier sérigraphié. Les filles portent également des dessous en coton blanc, donc jupon ou culotte ancienne, comme sur Leïla. Donc nous avons choisi de ne pas porter de coiffe, mais nos chignons dits en 8 sont caractéristiques du pays classique, qui sont des marqueurs identitaires très forts. Il s'agissait surtout de rendre hommage à notre héritage textile, tout en adaptant le costume à nos envies et à nos besoins de création. Nous vous remercions pour votre écoute et serons ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de vous présenter les techniques d'amidonnage et de repassage de notre coiffe, je vais vous raconter l'histoire de notre coiffe. Le groupe possède différentes coiffes de différentes époques. Leurs techniques d'amidonnage et de repassage diffèrent en fonction du modèle. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur une coiffe que l'on pouvait retrouver vers 1900 en pays de Quimper. Au début du XXe siècle, la coiffe garde son marqueur traditionnel. Donc le bord plat, situé au sommet de la grande coiffe, lui donnant son nom, puis par extension, celui de la femme donc du pays quimpérois. La coiffe se constitue donc de 3 pièces principales. Merci Chloé. Donc la petite coiffe située en dessous, la grande coiffe située au-dessus, et 2 guides se nichant sur ou sous les oreilles. Le tout est bien sûr monté sur un carton, à la forme très spécifique, caractéristique donc du pays classique. Le carton reste en permanence sous la petite coiffe et recouvre entièrement le chignon. Dans sa version de grande cérémonie, la coiffe sera largement ornementée de broderies blanches. Dans sa version du quotidien ou de petit dimanche, la coiffe sera plus sobre. Néanmoins, pour les plus coquettes, elle portera tout de même des broderies blanches. La coiffe, se réduisant de plus en plus, laissera apparaître la chevelure. Les jeunes filles, les plus jeunes, coiffées par leur mère, auront un simple chignon tiré vers l'arrière. Au fil du temps, les jeunes filles suivront cependant la mode citadine et montreront leurs cheveux via des techniques de coque et de gonflant. La coiffe atteindra presque sa taille minimale vers 1920, avant de réaugmenter. Concentrons-nous à présent sur les techniques d'amidonnage, de lavage et de repassage. Nous commençons par laver notre coiffe à l'eau chaude, avec nos mains et du savon. Puis nous la laissons tremper et sécher. Pendant ce temps-là, nous préparons notre amidon. Pour cela, il nous faut 2 cuillères à soupe d'amidon en poudre, pour un demi-verre d'eau. Nous pouvons rajouter de la paraffine, cela change en fonction des personnes. Ensuite, nous mettons le tout dans une casserole à feu doux, 60 degrés environ. Le mélange va changer de consistance pour devenir pâteux et brillant. Ensuite, nous allons mettre le mélange dans une boîte jusqu'à refroidissement. Une fois l'amidon fait, nous allons passer aux 2 dernières étapes, donc l'amidonnage et le repassage. Nous répétons le même procédé pour chacune d'entre elles. Nous commençons habituellement par la petite. Pour cela, il nous faut poser un linge propre sur une table à repasser. Puis, posons notre bord Léden sur le linge en l'étirant bien, sans faire de plis. Nous recouvrirons notre coiffe d'un linge propre. Et nous repassons avec un fer pas trop chaud. Et celui-ci ne devra pas rester trop longtemps sur le même endroit, car il pourrait laisser des traces jaunes ou oranges. Pour le pli de la bord Léden, qui est la partie peut-être la plus technique, nous allons mettre notre coiffe à l'envers. Insistons bien
sur le bord Leyden, car celui-ci a une épaisseur un peu plus importante, et marquons la bord Leyden, donc au fer. Pour ce qui est des bichouchènes, donc ou dit mentonnières, et les guides, nous les repassons et lavons, en insistant bien sur les guides, car ceux-ci, dans ces années-là, ont une forme arrondie. Voilà. Pour ce qui est du rangement, nous la mettons dans une boîte. Nous entourons les guides de 2 sens différents. Et traditionnellement, nous la repassons, l'amidonnons, nous l'entretenons une fois par an. S'il y a des intempéries, nous répétons ce procédé plusieurs fois par an. Aux Eustiguettes, chacune est en charge du repassage de sa coiffe. Pour cela, il y a des ateliers proposés annuellement par les plus anciennes. Il y a souvent des moments de rire et des moments de panique, mais c'est comme cela que l'on apprend. Et ce n'est pas qu'une affaire de filles. Tout le monde met la main à la pâte. C'est comme ça que moi aussi, cette année, j'ai appris à entretenir la bord Leyden. Merci pour votre attention. Merci pour votre présentation et la réponse à la question. Alors, on va vous poser quelques questions. Je commence. Vous nous avez expliqué à l'oral et aussi dans votre dossier que du coup c'était un choix de ne pas avoir travaillé sur la coiffe pour vos reconstitutions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce choix, nous expliquer ce qui vous a conduit à le faire? Donc, on a décidé de ne pas apporter de coiffe. D'abord pour des raisons de praticité et aussi pour convenir à nos volontés et nos besoins. De plus, comme on a considéré que comme on est dans une démarche de création, on s'est permis cette petite modification. Moi j'ai une petite question. En fait sur votre dossier, vous ne l'avez pas dit et je pense que c'est un détail important, enfin pour tout le travail que vous avez fait. J'aurais voulu savoir combien de temps vous avez passé pour sérigraphier un costume, par exemple. Combien de temps ça vous a pris d'heures de travail, parce qu'il y a du boulot, donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'heures, mais... Alors, on a commencé donc les étapes de la confection du costume, donc le dessin du patron et la découpe des tissus. Et ensuite, il faut sérigraphier le costume avant de le monter. Et donc on a commencé à sérigraphier il y a 3 mois. Et donc même si on avait seulement 10 costumes, ça a été très long et c'est un grand travail. Alors dans la description du corselet, vous parlez d'une pièce que vous n'avez pas reproduite sur ces créations-là, que vous appelez la baguette. Et j'ai eu du mal à comprendre comment, avec un tissu dit extra fin, vous donnez de la rigidité. Est-ce que vous pouvez me montrer une baguette, si c'est possible, et, du point de vue pudeur, et puis et comment ça marche? Alors, on note que dans les costumes traditionnels de cette époque, dans le dos, on a 5 différentes pièces. Non, excusez-moi. En 1870, on a 5 empiècements dans le dos. Donc, on a 2 empiècements sur les côtés qui sont arrondis, 2 autres empiècements sur les côtés qui sont droits, et une pièce beaucoup plus fine au milieu, qu'on appelle la baguette. Au fil du temps, la baguette a peu à peu disparu, et on s'est retrouvé seulement avec 3 différentes pièces. Donc, comme on peut le voir sur mon costume, vous voyez ici une grande pièce et on voit les empiècements arrondis. Et on a décidé de ne faire qu'une seule pièce de dos pour faciliter la couture et la sérigraphie, surtout pour la sérigraphie parce que quand on sérigraphie le costume, il faut faire beaucoup de calage et de raccords. Et donc on a suivi finalement l'évolution du costume en lui-même parce que on sait qu'au fil des années, on trouve une disparition totale de la baguette.
Merci beaucoup pour vos réponses et pour cette présentation. Bonne continuation. Merci.